je commence. Je vais commencer par me présenter. Et donc, mon nom est Richard Fresne. Contrairement à ce qui a été dit pour comparer l'âge d'Alban et le mien, je considère qu'on a à peu près le même âge. La seule différence d'âge, c'est que j'ai dû commencer ma carrière professionnelle au moment de votre naissance, aux uns et aux autres. Voilà. Même pour certains avant, puisque j'ai dû commencer, j'aime bien dire ça, au siècle dernier. Mais je suis toujours là et les problématiques sont toujours là. Voilà, donc pour vous donner deux, trois mots sur mon parcours, ça vous permettra de recadrer ce en quoi je peux vous être utile et ce en quoi je ne peux pas vous être utile. Donc mon parcours a été uniquement un parcours vente business. Je suis de formation commerciale et donc j'ai fait toute ma carrière dans la vente et le business. Notamment dans la vente de technologie, puisque toute ma carrière a été faite au sein de groupes américains IT ou digitaux, et toujours sur du B2B, point important à mentionner, et principalement autour des grands comptes, qu'ils soient français ou qu'ils soient internationaux, puisque j'ai eu l'occasion d'œuvrer en France comme à l'étranger. Voilà, donc culture purement vente, très américaine, mais ce qui n'est pas une mauvaise école de vente, justement. Et par contre, trois vies professionnelles différentes. Alors la première, je dirais par rapport à vous, c'est un faussaire, puisqu'en fait j'étais un faux entrepreneur. Toute ma première partie de carrière a consisté à démarrer des filiales de groupes américains en France ou à l'étranger, ou à prendre vraiment ces filiales dans le early stage, gagner les premiers clients pour parler des sujets du jour, grossir la filiale, construire les équipes et arriver à une situation non seulement de rentabilité, mais surtout de ce que les Américains appellent sustainable growth, donc de croissance à long terme de l'entreprise, de pérennité de l'entreprise. Voilà, ça c'est ma toute première partie de carrière, mais qui a été, en termes de nombre d'années, la plus longue. Après cette partie, ma deuxième vie professionnelle, ça a été à la tête de grands groupes informatiques. Voilà, et donc j'ai notamment pendant 7 ans été le vice-président des ventes et le directeur général d'Oracle en France, si vous connaissez Oracle. Sans doute la plupart, oui. Et la troisième, qui a démarré il y a maintenant presque 4 ans de cela, en tant que président d'Oracle, j'ai eu la chance d'être parrain de la majeure entrepreneuriat des mines télécom, de l'Institut des mines télécom. Alors, comme je dis souvent, je ne sais pas si moi je les ai inspirés, mais eux, ils m'ont inspiré puisque j'ai décidé de sauter le pas de l'entrepreneuriat. Et j'ai depuis co-créé 3 startups, les 3 étant encore en état de vie et en état d'autosuffisance. Et la dernière, c'est l'agence Tourisme Consulting, dans lequel j'interviens aujourd'hui, puisque pour des sujets différents, mais les trois startups ont été créées sur un seul et unique leitmotiv, c'était aider, design to help. Donc la première aide à l'inclusion des personnes de la neurodiversité dans le monde du travail, hypersensibles, hyperactives, autistes. Voilà. La seconde a été créée à l'époque de la première crise Covid, qui était une solution de plateforme digitale et QR code pour les restaurants. Et la troisième est dédiée à aider les startups et les jeunes entrepreneurs à amener leur startup jusqu'à la première ou deuxième levée de fonds. Voilà, donc c'est Design to Help. Donc j'interviens dans ce cadre-là. Et donc, par rapport à mon profil, je vais commencer par vous dire ce que je ne vais pas traiter lors de ce call, parce que comme votre temps est précieux, je ne veux pas en abuser si jamais je ne traite pas vos problématiques. Je ne traiterai pas tout ce qui est B2C, puisque je ne me considère pas légitime sur le sujet.
De la même manière, je ne traiterai pas ce qui est lié à l'e-commerce, qui est autant lié à la vente qu'il est lié au marketing et à la communication. Et dans ce cadre-là, comme je l'ai mentionné à Alban, on a une associée de mon cabinet conseil qui s'appelle Katia et qui, elle, est dédiée pour ces problématiques. Voilà, donc ce n'est pas la problématique du jour. Donc, je ne la traiterai pas. Si votre sujet, j'ai vu qu'il y avait des questions sur AIDA ou autre, je ne traiterai pas ce sujet, même si je le connais. Je ne m'estime pas légitime pour vous donner des conseils sur ce point. De la même manière, j'essaierai d'être le moins théorique possible parce qu'il y a énormément de théories. Pour beaucoup, vous en avez sans doute déjà suivi en termes de training ou vous les avez trouvées sur le web. Elles sont excellentes pour apprendre les techniques qui vont bien, mais à mes yeux, elles ne répondent pas à deux choses. D'abord, elles ne vous préparent pas forcément aux questions concrètes que vous allez affronter en clientèle. Et ensuite, pour être tout à fait franc, la limite de ces théories, c'est qu'il n'y a pas de formule magique. Voilà, la première chose et le premier message que j'ai à vous transmettre, il n'y a pas de bonne réponse et surtout, il n'y a pas de réponse unique. Donc, ça n'existe pas. Si ça existait, tout le monde ferait de la vente et tout le monde serait successful, ce qui malheureusement n'est pas le cas. Donc, je vais me concentrer principalement sur des cas concrets, soit que j'ai rencontrés lors de mon expérience propre, soit que les startups que j'ai conseillées ont rencontrés. Voilà quelle va être la problématique. Une fois que j'ai dit ça, j'ai regardé les retours que vous aviez faits à Alban sur ce qui vous intéressait le plus ou ce qui plutôt vous interrogeait le plus, ce qui était le plus compliqué. Et donc, je vais bien évidemment centrer mon petit speech préparatoire sur ces sujets-là. Donc, j'en ai noté deux principaux et un sous-jacent. Le premier, c'est l'acquisition. Donc, c'est exprimé par vous en termes de premier contact, prise de rendez-vous ou premier rendez-vous. Et c'est la transformation, donc principalement le closing. Et le thème sous-jacent, c'est les grands comptes, puisque j'ai bien compris que c'était notamment comment approcher et être légitime face à un grand compte qui vous titillait un peu ou qui vous interrogeait. Voilà. Donc, si on en est d'accord, je pense que vous en êtes d'accord puisque c'est vos thèmes, je vais plutôt parler de ces sujets-là et commencer par un point qui est, c'est normal que ce soit vos interrogations. C'est tout à fait normal. C'est normal d'abord dans ce que vous avez, vous, de spécifique. Souvent, pour les startups, la vente n'est pas naturelle. Et logiquement, les fondateurs sont par définition plutôt centrés sur le produit, sur la solution qu'ils estiment originale, qu'ils estiment amener à une différenciation. Et d'ailleurs, souvent dans l'équipe fondatrice, on trouve plus des profils d'ingénieurs que de commerciaux. Donc, par définition, ça ne vous est pas naturel. Deuxièmement, l'âge. Les jeunes entrepreneurs manquent par définition d'expérience commerciale et pour cause, et aussi peuvent avoir un frein sur le décalage d'âge entre eux et l'interlocuteur client auquel ils doivent faire face, notamment dans les grands comptes, et notamment en France. Voilà, donc votre réaction, vos interrogations sont normales parce que dans ce que vous avez de spécifique. Elles sont aussi normales dans ce que vous n'avez pas de spécifique. Donc, pour être tout à fait clair et vous dézonner sur le sujet, c'est la même problématique partout dans le business. Dans toute entreprise, qu'elle soit petite, qu'elle soit naissante, qu'elle soit de moyenne taille ou que ce soit un géant comme Oracle ou une autre, les questions sont toujours les mêmes. Les points de difficulté sont toujours les mêmes. Le premier contact et le closing. Et pourquoi c'est toujours les mêmes? Tout simplement parce qu'en fait, elles ne sont pas propres au business. Elles sont propres à l'humain. L'humain est comme ça. Voilà.
Si vous voulez faire, si vous me permettez une digression triviale, pensez à une relation amoureuse, puisque finalement, une relation avec un client, c'est ça aussi. Eh bien, c'est exactement la même chose. Où vont être les freins? Et après, on va parler de ce qu'est le frein psychologique et de ce qu'est et comment y répondre. Le frein, ça va toujours être le même. C'est le premier contact. Vais-je oser demander? Après, tout se passe bien. Un dîner au restaurant, une sortie au cinéma, une visite de musée, entre guillemets, excusez-moi de cette digression, mais c'est l'avant-vente. Donc, vous amenez quelque chose sans contrepartie. Donc, c'est normal que ça se passe bien. Et le moment compliqué derrière, c'est à quel moment vous demandez une contrepartie. Donc, c'est la même chose. Alors, excusez-moi, cette digression, elle est pour ma génération. Moi, c'est la génération pré-Tinder. Mais si on fait le parallèle, c'est exactement la même chose. Donc, c'est pour vous dire que c'est propre à l'humain. Donc, si c'est propre à l'humain, en fait, les blocages, les freins ou les accélérateurs sont tous du domaine psychologique. Pour l'un, c'est la peur du non, la peur du refus. Pour l'autre, c'est la peur de se faire avoir. Vendre est anxiogène. Enfin, vendre peut être anxiogène. On a la peur du non et souvent, notamment chez les commerciaux, et je ne parle pas de start-up, chez les commerciaux débutants, le commercial a le sentiment d'être dans une situation d'infériorité à travers sa demande. J'expliquerai pourquoi ça n'a pas de sens réel, ce n'est que psychologique. Acheter est anxiogène. On sait ce qu'on perd, on perd de l'argent, on ne sait pas ce qu'on gagne en échange. On n'est pas sûr de ce qu'on gagne. On n'est pas sûr de la valeur d'usage de ce qu'on va acheter. On sait ce que représente ce que l'on perd. Donc, vous êtes face à ces angoisses anxiogènes et la réponse, elle est tout aussi psychologique que le blocage. Il y a un seul mot, c'est confiance. La confiance en soi pour l'un, la capacité à gagner la confiance de l'autre. Voilà. Donc, c'est évident, mais c'est extrêmement dur à passer. Je dis souvent, dans le monde de l'informatique ou de la technologie dans lequel j'opère, s'il n'y avait pas de blocage psychologique à ce moment-là, tous les vendeurs seraient des avant-ventes, seraient des gens au profil technique, puisque par définition, ils connaissent le produit et la solution mieux qu'un commercial qui a fait une école de commerce. Or, ce n'est pas le cas. Donc, c'est un blocage psychologique fort et la solution à ce blocage, c'est la confiance. Alors, confiance en soi, et après, je vais venir aux deux phases que sont acquisition et transformation. Confiance en soi, la seule phrase à garder dans la tête, que vous connaissez tous, le loto en a fait sa publicité, tous les gagnants ont tenté leur chance. Encore une fois, vous n'avez rien à perdre et vous avez tout à gagner. À quoi vous expose un non? Un non vous expose à un statu quo. Ça n'a pas d'impact en tant que tel. Un oui vous ouvre le champ des perspectives. Donc, aucun risque. En plus, vous êtes par définition convaincu de la pertinence de votre solution ou de sa différenciation sur le marché. Donc, si vous avez raison, vous n'avez rien à craindre à vous exposer à ce non. Il faut juste que vous arriviez à partager votre conviction et à inspirer cette fameuse confiance sur laquelle on va revenir. Donc, première étape qui vous interroge, l'acquisition. Donc, dans l'acquisition, effectivement, vous avez remonté prise de rendez-vous, premier rendez-vous, et dans la transformation, vous avez mentionné closing, négociation. Donc, prise de rendez-vous, premier rendez-vous. Donc, on revient à ce qu'on a dit.
tout est basé sur la confiance, il faut l'inspirer. On utilise une terminologie et qui est bonne, ce qui est construire la relation de confiance. Très bien. Donc, ce mot « construire » est important parce que, en fait, le sujet, c'est gagner la confiance de l'autre, de son client. Ça se réfléchit en amont. Ça ne se gagne pas quand on l'appelle, ça ne se gagne pas quand on va le voir. Il faut construire cette relation avec un ciment qui s'appelle l'empathie. Alors, une fois que j'ai dit ça, on est encore dans le domaine de la théorie. Maintenant, on va rentrer dans le concret. Comment acquérir l'empathie de son client? Alors, je vais vous donner un conseil évident et un autre un tout petit peu moins évident. Le conseil évident, c'est bien sûr la prise d'information. Même si votre temps presse, même si le temps presse, même si vous êtes débordé, parce que par définition, de par votre activité d'entrepreneur, vous êtes débordé, soyez sûr que vous prépariez en amont autant que faire se peut le premier contact que vous allez avoir avec le client. Prenez toutes les informations utiles. Lisez le rapport annuel, lisez les fameux « About Us » sur les sites web. Regardez dans la partie investor, en général, il y a le PowerPoint qui est fait aux investisseurs. Comprenez ses enjeux business, découvrez l'organigramme. Soyez dans sa tête ou soyez dans ses pompes, selon l'expression que vous préférez, pour mieux comprendre ce qui l'intéresse et ce dont il a besoin, et surtout comment vous allez pouvoir l'aider. Donc, c'est bien sûr un conseil évident, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Ça n'empêche que trop souvent, je vois des commerciaux dans des entreprises ou des startups qui se lancent en espérant que ça va bien se passer. Voilà. Vous ne savez pas si vous aurez le droit à une deuxième chance. L'espoir que ça se passe bien n'est pas une probabilité suffisamment forte. Donc, mais bien sûr, c'est évident, et ce que je vous dis est évident. Maintenant, je vais vous donner des recettes un peu moins évidentes pour, cette fois-ci, non plus acquérir l'empathie pour votre client, mais à l'inverse, susciter l'empathie chez votre client. Parce que si vous la suscitez, vous avez déjà gagné. Alors, comment la susciter? Là aussi, la construction de cette confiance à travers l'empathie, elle se construit en amont. Donc, je vais vous donner des exemples. 1. Avez-vous pensé, alors si vous êtes dans la technologie, ça peut s'appeler un comité scientifique, ou si vous n'êtes pas dans la technologie, ça peut s'appeler un Customer Advisory Board. Avez-vous pensé à non pas appeler pour la première fois vos prospects éventuels pour essayer de leur vendre votre solution, mais pour leur demander leur aide? Vous êtes jeune, vous êtes entrepreneur, vous avez la foi. Vous avez la foi dans un produit, dans une solution, dans un service que vous voulez offrir. Mais vous, par définition, vous ne l'avez pas encore testé ou pas suffisamment, puisque les questions étaient sur les premiers clients. Donc, il vous faut un assentiment. Cet assentiment, travaillez-le en amont. Donc, si vous contactez par LinkedIn, par exemple, puisqu'il y a beaucoup de prospection par LinkedIn, un prospect, et que vous lui demandez j'ai une solution qui fait ça, est-ce que ça vous intéresse? Vous avez 50% de chances, vous avez 70% de chances qu'ils ne vous répondent pas. Alors, vous allez essayer de faire du volume et donner de l'argent à LinkedIn pour avoir le droit à ratisser large, mais 70% ne vont pas vous répondre. Et dans les 30% suivants, il y en a 25% qui vont vous dire non merci, je ne tiens pas à en savoir plus. Ça tombe bien, on peut cliquer sur une réponse toute faite sur LinkedIn là-dessus. Donc, ce n'est pas super efficace. Vous pouvez le faire, ça peut marcher, vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise et d'avoir bien ciblé, ce n'est pas très efficace.
Si maintenant, vous jouez sur l'expertise de la personne, si vous jouez sur son ego et que vous lui demandez, voilà, j'ai une solution dans votre secteur qui pour moi fait vraiment la différence. Et pour m'assurer qu'elle fait la différence, j'aurais besoin de l'aide d'experts du domaine qui sont des éminences grises et qui pourront valider mon produit, ma solution et m'aider à l'améliorer. Et pour ce faire, je crée un advisory board. Me feriez-vous l'honneur d'être membre de cet advisory board? Vous avez enlevé le côté anxiogène de « il a quelque chose à me vendre ». Vous demandez son aide bienveillant et ses conseils d'experts. Donc, les gens sont plutôt bienveillants, surtout pour des jeunes entrepreneurs. Et ils ont un ego. Donc, le fait que vous leur demandiez leur aide et que vous mettiez en avant leurs compétences sur le sujet, vous avez toutes les chances d'obtenir, dans un premier temps, leur accord, puis leur empathie, puis leur sympathie, parce que vous allez créer des liens, et puis surtout, l'appétence sur votre solution, qu'ils vont peut-être d'ailleurs aider vraiment à améliorer, et l'ouverture à leur réseau. Donc, réfléchissez en amont à comment vous approchez vos prospects et réfléchissez en amont à est-ce que ça aurait un sens que je crée un comité scientifique ou un Customer Advisory Board ou un simple Advisory Board en impliquant les acteurs qui demain seront peut-être mes fournisseurs et plus certainement mes clients. C'est un moyen super efficace. Vous enlevez le côté anxiogène et vous gagnez la confiance. Et autant vous dire que vous gagnez un vendeur interne. Parce qu'une fois que la personne, non seulement vous aura connu, aura sympathisé avec votre cause et votre entreprise et aura participé à l'amélioration de votre solution et de son appétence sur le marché, il va être votre premier vendeur interne pour le faire connaître à son entreprise ou à ses confrères qui travaillent par ailleurs. Donc, n'hésitez pas. C'est rarement utilisé par les startups. C'est extrêmement efficace. La création d'un advisory board est extrêmement efficace en soi aussi, parce que dans un advisory board, vous allez amener des gens avec des compétences diverses qui vont vous aider et qui vont crédibiliser votre approche. C'est-à-dire que si on voit des éminences grises dans votre advisory board, même si vous n'êtes que 4 ou 3 ou 2 dans l'entreprise, même si vous avez 25 ans ou 27 ans, vous avez cet advisory board qui va légitimer votre entreprise et votre action alors même que vous n'avez peut-être pas encore de clients, alors même que vous n'avez sans doute pas encore les compétences internes à l'entreprise. Au moins, vous pouvez démontrer ces compétences de manière externe et les gens savent que vous êtes bien entouré, à défaut d'être nombreux et d'être multidisciplinaire. Donc, pensez à ce point-là qui est une arme commerciale redoutable pour un premier contact. Le deuxième, bien évidemment, les early adopteurs ou les bêta-testeurs. Alors, je reviendrai sur la deuxième partie, sur les pièges liés à ça. Mais bien évidemment, pour tester l'assentiment client et rassurer les futurs premiers utilisateurs, avoir des prototypes qui soient testés, avoir des bêta-testeurs et des early adopteurs est très important. Et n'hésitez pas à les utiliser en référence. Je vous donne le cas parce que j'ai conseillé une start-up très récemment qui se lamentait de ne pas arriver à signer un premier client parce que voilà, personne ne voulait être le premier à essuyer les plâtres. Je reviendrai sur ce sujet. Or,
ils avaient déjà 3 entreprises qui utilisaient gracieusement leurs produits et qui en étaient contents. Et je leur dis, pourquoi vous ne les utilisez pas en référence? Je dis, mais parce qu'ils ne nous ont rien acheté pour le moment, donc on a… Et je dis, mais ce n'est pas le problème. Ce qui pose problème à votre premier client qui va acheter, ce n'est pas le prix d'achat de la solution, c'est de savoir si quelqu'un l'utilise déjà et on est content. Si la solution répond à ce qu'elle dit pouvoir faire et si elle est viable en milieu d'entreprise. Donc, le fait que vous l'ayez fourni gratuitement à une entreprise parce qu'elle est bêta-test ne remet pas en cause la qualité de votre référence. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas de pudeur à l'utiliser. Donc ça, c'est les 2 choses les plus évidentes et les plus efficaces directement. Je vais vous en donner une 3e qui répond à une autre problématique et qui est très adaptée pour les grands comptes. C'est ce que les Anglais appellent, les Américains appellent Hospitality Program. C'est-à-dire, vous allez construire une relation basée sur autre chose que votre solution. Je vous donne des exemples. Je vous donne un exemple que j'ai largement utilisé, mais il n'est pas forcément adapté à votre entreprise, à ce que vous voulez faire. J'invite mes clients, mes prospects à l'opéra. J'invite les CEO et les CIO à l'opéra. Certains invitent à des événements de sport, certains invitent à autre chose. Le but est très important pour une petite entreprise. Je n'ai pas démarré cela chez Oracle, j'ai démarré ça quand je démarrais des filiales de grands groupes. Et donc, mon constat était simple. Je m'appelais Richard Fresne, je prospectais pour une entreprise dont le nom était tout aussi inconnu que le mien pour mes prospects. Et troisièmement, pire, non seulement ma solution n'existait pas encore en France, mais je faisais de l'évangélisme, c'est-à-dire que ce type de solution technologique n'existait pas encore. Donc, j'étais devant un problème qui est celui de beaucoup de startups, c'est je ne peux pas attirer un grand décideur sur mon nom. Malheureusement, je ne suis pas assez connu pour cela. Je ne peux pas l'attirer sur le nom de mon entreprise parce qu'il ne la connaît pas. Je ne peux pas l'attirer non plus sur ce que fait ma solution, mon produit, parce qu'il est novateur et donc ça ne va pas forcément l'inspirer plus que ça. Donc, comment faire? Et donc, c'était un peu, si tu ne vas pas à Lagardère vient à toi. Je me suis dit, alors si tout ça ne l'intéresse pas, qu'est-ce qui l'intéresse? Et mon raisonnement était de dire, ce qui l'intéresse, c'est autre chose. Sur quoi je peux l'attirer? Et donc, j'avais décidé que les hospitality programmes étaient quelque chose de significatif et j'avais séparé en 3 étapes. La population technique, c'était les démos, c'était les réunions techniques, c'était les hackathons, les choses comme ça. Donc, je les attirais par ce biais-là. Le mid-level management, c'était des événements seuls, souvent des événements sportifs, quels qu'ils soient, le football, le rugby, le golf, le tennis, peu importe. Ça n'a pas d'importance. Et les CXO, donc les chairman, les présidents ou les directeurs de très grands groupes, mon analyse était qu'ils ne se déplaçaient parce qu'ils étaient très sollicités que pour des événements de prestige, plutôt aux heures, en dehors des heures de travail et plutôt en couple, parce que de toute façon, en dehors des heures de travail, comme ils voyaient déjà très peu leur époux ou leur épouse, il fallait inviter les deux. Et donc, j'ai créé des événements pour chacune des segmentations de mes cibles. Et alors, de temps en temps, vous allez penser que vous jetez de l'argent par les fenêtres, mais le tissu relationnel que vous allez créer, à un moment donné, vous allez avoir un retour sur investissement. Certains ne joueront pas le jeu, n'auront pas l'impression qu'entre guillemets, ils vous doivent quelque chose, ne serait-ce qu'un coup de fil au bon moment. D'autres vont vous aider. Donc, si
vous êtes dans une situation où vous ne pouvez attirer ni sur votre nom, ni sur le nom de votre entreprise, ni sur la pertinence de votre produit, et que pourtant vous devez atteindre un décideur, n'hésitez pas à aller vers lui, à aller vers ce qu'il aime, puisque vous ne pouvez pas l'amener, vous ne pouvez pas l'amener à vous. Voilà. Donc, ça, c'était la partie sur comment faciliter la prise de contact, comment faciliter un premier rendez-vous, comment créer des vendeurs internes. Sur la deuxième, alors, il y a encore une autre solution. Richard, juste, je vous arrête, parce qu'en gros, il y a deux questions. Je ne sais pas si vous voulez y répondre maintenant ou après. Dites-moi. Elles sont juste en bas, donc dans la conversation. Il y a Jérôme qui demande comment animer cette advisory board. Avez-vous des exemples? Alors, oui. Alors, j'ai deux exemples. Enfin, j'ai trois exemples. Alors, j'ai un exemple facile, mais qui n'est pas forcément facile pour une start-up. J'ai créé un Customer Advisory Board de ce type-là chez Oracle. Pourquoi? Parce que je considérais que l'entreprise devenait totalement égocentrique, parce qu'on était trop gros, paradoxalement, donc l'inverse d'une problématique start-up, et plus du tout customer-centrique. Et donc, on avait un advisory board classique. J'ai créé un Customer Advisory Board en approchant des clients sur le sujet. Mais je vais dire, c'était un sujet facile pour moi, puisque Oracle a beaucoup de clients. Donc, c'était facile de piocher dedans. Deuxième cas, le Customer Advisory Board via LinkedIn. J'ai eu l'occasion de le tester pour une start-up dans un domaine très technique, très scientifique. Donc, ce n'était pas un Customer Advisory Board, c'était un conseil scientifique. Et on a recruté les gens de deux manières. Premièrement, tout bêtement par connaissance, parce qu'il y avait déjà des ingénieurs dans cette start-up et ces ingénieurs ont commencé à inviter dans leur conseil scientifique les professeurs qu'ils avaient eus, quelques professeurs pertinents. Et ces professeurs réputés ont aidé à amener des gens côté client qui ont été recrutés par LinkedIn. Et ça fait escalade. C'est-à-dire, il y avait la société X, et je ne donnerai pas son nom, qui, du coup, se disait que dans son conseil scientifique, elle avait déjà le professeur Y et le professeur Z au sein de son conseil scientifique et qui désirait non seulement toucher le monde de la recherche, mais toucher le monde professionnel en contactant Monsieur ZZ sur LinkedIn et en lui priant de bien vouloir faire l'honneur de participer à cela. Le retour a été excellent, excellent, parce que les gens brillants sont contents d'être avec des gens brillants. Voilà. Donc, je ne peux pas vous donner une expérience 100% LinkedIn parce que je ne l'ai pas vécu, mais ces étudiants, en l'occurrence, il y avait notamment un ingénieur de Centrale qui est allé voir deux de ses professeurs éminents, dont son professeur de thèse, son maître de thèse, pour les intégrer au board, ce qu'il a fait bien sûr avec une énorme bienveillance, ont permis d'attirer les scientifiques clients, côté client qui allaient être les futurs clients. Et donc, ça marche très bien. Ça, c'est un exemple. Le troisième exemple, alors je suis désolé, je prêche pour ma paroisse que je n'avais pas prévu de faire, mais je vais vous le dire. Au sein de l'agence Tourist Consulting, on a senti ce besoin des startups que l'on aidait et on a mis en place, nous, une prestation de service qui est un advisory board packagé, où vous avez, au sein de cet advisory board, une compétence Marcom, une compétence finance, une compétence business et une compétence technologique, pour justement les startups qui veulent démarrer avec un advisory board assez vite, qui ont besoin de conseils, mais qui ont aussi besoin d'être légitimes face à leurs clients, face à des futurs investisseurs, et qui aussi, bien sûr, savent qu'elles aimeraient bénéficier du réseau des personnes qui sont dans leur advisory board. Donc, on a créé cet advisory board packagé parce qu'on se disait que
quand vous êtes un jeune diplômé, un jeune entrepreneur et que vous démarrez dans le monde professionnel par la création d'une entreprise, vous n'avez pas forcément autour de vous l'écosystème vous permettant d'être opérationnel vite. Or, on sait que le time to market est clé. Donc voilà 3 exemples différents d'expériences possibles. Super, merci. Et il y a 2 autres petites questions. Je ne sais pas si vous les voyez. Alors, attendez, je n'ai pas mis Non, je le… peux les lire, hein. Allez-y, ça sera plus Ok, vivant. ok, parfait. Comme c'est enregistré, ça sera plus vivant comme ça. Oui, sinon, ils peuvent prendre la parole. Vous pouvez prendre la parole aussi, mais bon. Allez, je dis. Du coup, il y a Servan aussi qui dit excellente idée, l'advisory board. Petite question, comment communique-t-on sur ce réseau d'experts en one-to-one ou en cercle fermé entre eux ou plus publiquement? Si vous avez, une fois qu'il est créé, il faut absolument communiquer dessus. Il faut que ce soit sur votre site web. C'est-à-dire quand il y a le About Us, il faut que vous ayez une partie, nos dirigeants, enfin, les dirigeants et une partie, ça inspire toujours confiance, et une partie, notre conseil scientifique ou notre advisory board, comme les grands groupes qui présentent en général au moins leur conseil d'administration. Donc encore une fois, un advisory board, c'est un groupe de conseil indépendant de l'entreprise. Neutre, ce n'est pas un conseil d'administration, mais par définition, vous devez communiquer sur le sujet. Il faut que ce soit présent sur votre site web. Et quand vous présentez, surtout vous allez avoir un problème de nombre. C'est-à-dire que quand on va vous demander combien vous êtes, si vous êtes 3, vous pouvez toujours dire que vous êtes 5, 6, 7 et vous allez compter ce que vous faites tous et c'est normal. Et je l'ai fait aussi, les intérimaires, les stagiaires, les contrats, les CDD, etc. Mais vous allez aussi inclure votre advisory board en mentionnant les personnes qu'ils composent, leur fonction et leur expérience. Pour revenir sur la notion de construction de la confiance, ils vont répondre aux objections que vont avoir les autres en disant « ouf, ils sont jeunes », ou « il n'y a pas de commercial », ou « il n'y a pas de financier dans l'équipe », ou « là là, et qu'est-ce qui me prouve que leur solution elle est vraiment différenciante ou technologiquement intéressante ?» Voilà. Ouh là là, ils veulent adresser, c'est un cas récent que j'ai fait, les EHPAD. Ils n'ont même pas pris conseil auprès d'un EHPAD. Si vous avez ce type de profil qui sont les éminences grises du segment sur lequel vous êtes, les prospects éventuels, les acteurs, des membres, des acteurs principaux du marché que vous allez adresser, de l'écosystème que vous allez adresser, vous soulevez énormément de questions légitimes sur la confiance qu'ils peuvent vous accorder. Donc, il faut absolument communiquer. Un nouveau membre vous rejoint, je ne vais pas vous apprendre, vous connaissez les réseaux sociaux mieux que moi, vous êtes né dedans, vous communiquez immédiatement sur l'honneur que vous fait monsieur machin truc ou professeur ci ou ça de rejoindre votre advisory board. Extrêmement important. Extrêmement important. Et encore une fois, un advisory board est neutre, il est multidisciplinaire et il a un réseau. Donc sollicitez-le parce que sa dernière qualité, c'est qu'il est bienveillant. Il va vous challenger, mais tant mieux parce que vous avez besoin d'être challengé, vous avez besoin de quelqu'un qui vous oblige à sortir la tête du guidon, parce que par définition, vous l'avez la tête dans le guidon. Il va vous challenger, mais avec bienveillance. Donc utilisez-le. Ok, super, merci. Et on a une toute dernière question de Jérémy qui se demande quelle contrepartie peut-on proposer aux membres de ces advisory boards? Alors, il y a 3 contreparties possibles selon le degré de motivation, d'intimité des gens. On peut proposer un repas. C'est le plus facile. C'est-à-dire qu'en général, un advisory board se fait en dehors des heures de travail puisque vous avez recours à des professionnels. Alors, s'ils ont pris leur retraite, ce n'est pas très grave, mais beaucoup vont être encore actifs. Et à la limite, il vaut mieux que la plupart soient actifs si vous voulez bénéficier de leur réseau. Donc, souvent, ça va être un advisory board d'une durée moyenne, c'est entre 2 et 3 heures, souvent plutôt 3 que 2. Donc, ça, c'est souvent en dehors des horaires.
auxquels ils travaillent. Donc, c'est souvent soit au petit déjeuner, soit au déjeuner, soit au dîner. Honorez-les. Je prends un exemple, et moi, c'est ce que je faisais dans mon Customer Advisory Board. Quand on est une start-up, ça coûte quand même de l'argent, un grand restaurant. Par contre, un petit déjeuner buffet dans un très grand restaurant, dans un restaurant d'un palace, vous coûte le prix d'un déjeuner dans une brasserie. Invitez-les au Crillon, invitez-les au Shangri-La, invitez-les dans ces palaces, avoir leurs conseils qui soient précieux, avoir leurs conseils, avoir leur réseau qui vous sera précieux, avoir leur image qui vous sera précieuse, vous coûtera 100 € par trimestre. Faites pas l'économie. Ça, c'est le premier moyen de rémunérer, entre guillemets, puisque c'est gracieux dans ce cas-là, et beaucoup sont prêts à le faire de manière gracieuse, un advisory board. Le deuxième moyen, c'est en donnant de l'argent. C'est ce qu'on appelle les jetons de présence. Voilà, c'est en rémunérant avec une certaine somme les membres de l'advisory board. Malheureusement, ça ne vous disculpe pas d'offrir quand même un repas à vos membres, mais voilà, c'est un autre moyen qui existe. Mais ils peuvent comprendre dans un premier temps que ce n'est pas forcément que vous n'êtes pas encore là. Le troisième moyen, c'est une prise de participation. Alors, je sais que ça fait toujours sursauter parce que par définition, on a toujours peur d'être dépossédé de sa start-up. Mais vous pouvez très bien dire que vous consacrez, je dis n'importe quoi, 5% de votre start-up à votre conseil d'administration. Parce que si dans votre conseil d'administration, vous avez des gens qui légitiment votre action, si vous avez des gens qui vont légitimer une levée de fonds, si vous avez des gens qui vous amènent des compétences sur la finance, la vente, le marketing, enfin tout ce que vous n'avez pas, parce que tout ce que vous avez, éventuellement, vous pouvez vous faire challenger dessus, mais vous pouvez vous dire que vous l'avez en interne. Ça vaut largement ça. Ça vaut largement ça. Et il vaut mieux donner 5% d'un très gros camembert que 0,1% d'un crottin de Chavignol. Parce que vous avez les 95 restants. Bon, je dis ça parce que j'ai été élevé en partie près de Chavignol, donc je n'ai rien contre les habitants de Chavignol. Mais voilà, donc quand vous n'avez pas d'argent, consacrer une petite part de votre capital, comme vous pouvez le faire pour des salariés clés à un conseil d'administration, est très important. D'abord, vous économisez un salaire, puisque ce ne sont pas des membres salariés. Ça vous donne un niveau de compétence que vous ne pourriez pas vous payer de toute façon en tant que salarié. Et ça vous donne une légitimité, encore une fois, qui va vous aider sur l'écosystème de partenaires que vous allez créer, sur les clients et prospects que vous allez rencontrer, et demain, sur les business angels, ou plutôt les VC, auxquels vous allez présenter votre projet pour faire votre levée de fonds. Voilà les différents moyens de rémunérer un advisory board. Super, merci Richard. Après, ça a plus ou moins, je pense, répondu à la question de Juan qui demandait est-ce que l'on donne de l'equity. Voilà, c'est une solution, absolument. Parfait. Et ensuite, il y avait une question d'Amzé sur le cold call et le cold emailing, mais je pense que vous allez peut-être y venir ou on y répondra après. Enfin, je vous laisse continuer votre présentation. Oui, on peut y répondre après. Yes. Alors, je vais répondre indirectement à cette question avec un joker, parce que c'était la deuxième partie avant que je passe au closing. L'autre solution, si malgré tout ce que j'ai dit, on est mal à l'aise avec cette notion de vente et qu'on n'a pas les moyens de se payer un réseau de chasseurs, pas de chasseurs-cueilleurs en l'occurrence, mais de chasseurs permettant de faire ce qu'il faut en termes de premiers calls, les premiers rendez-vous, je fais appel à un ami pour reprendre un jeu d'il y a quelques années. Donc, on peut faire appel à un ami. Comment ? Tout simplement en contournant l'obstacle du B2B,
en faisant du B2B2B. Donc, si je ne me sens pas l'envergure en tant que start-up ou moi-même en tant que dirigeant ou en tant que recrutement que je vais faire d'aller convaincre mes premiers clients, eh ben, je fais appel à un ami. Je vais aller voir s'il y a déjà des acteurs référencés ou reconnus sur mon marché. Je vais aller voir s'il y a des acteurs qui ont déjà une large base installée, une large base de clients, de prospects ou de distributeurs sur mon marché. Je vais regarder ceux qui commercialisent des produits tiers ou ceux qui conseillent des produits tiers. Et là, je vais tout simplement les utiliser comme intermédiaires. Donc, je délègue le conseil ou je délègue mon canal de vente. Voilà. Donc là, c'est une vraie question que vous avez à vous poser entre j'utilise cela pour réduire mon cycle de vente et pour réduire la complexité du site de vente versus les fees que vous allez être obligé de leur verser. Enfin, si vous recrutez une force commerciale, ça va vous coûter aussi un montant significatif et sans doute pas la même couverture, et surtout votre indépendance, voire votre survie. Parce que si vous utilisez ce réseau, effectivement, il y a énormément d'avantages. Ils vont aller plus vite que vous, ils vont aller plus fort que vous, et ils vont mieux cibler que vous, puisqu'ils sont déjà là, qu'ils ont déjà leur base de clients et de prospects, et qu'ils ont sans doute, si vous les avez choisis, une couverture commerciale terrain bien plus importante que la vôtre. Les deux problèmes, c'est quid si finalement ils n'y retrouvent pas leur compte et qu'au bout d'un moment, ils arrêtent de prospecter, voilà, ils arrêtent de vendre, ils arrêtent le contrat. Donc, c'est ennuyeux parce que vous vous retrouvez sans rien et qu'il faut tout rebâtir. Donc, vous n'êtes pas dépendant de votre futur. Et, pardon, je vais boire un petit peu. Et quid si ils vous ont fait des belles promesses qu'ils ne suivent pas. Voilà, ils vous disent, vous me donnez l'exclusivité parce que de toute façon, vous êtes trop petit pour aller avec 3 distributeurs. Et puis, comme ils ont l'exclusivité, ils s'endorment dessus. Le temps n'a pas la même durée, leur temps n'a pas la même durée que le vôtre. Et là, vous pouvez mourir puisque vous n'avez aucune activité commerciale et par contre, vos coûts de développement, vos coûts marketing et publicité continuent de… Donc, c'est à étudier avec… Ça a beaucoup d'avantages, notamment pour se créer ses premières références, démarrer par un distributeur pour ensuite éventuellement reprendre la propre distribution de ses produits quand on devient plus gros. Mais il y a des risques et donc il faut… Là encore, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution ou de choix miracle. Il faut étudier ça avec importance entre votre difficulté à gagner vos premiers clients versus le fait que vous confiez une partie de votre destin à une entreprise tiers. Voilà. Après, si vous en arrivez au premier rendez-vous, je vais vous donner, avant qu'on passe sur la transformation et le closing, 2-3 conseils de base, que vous connaissez, mais c'est toujours mieux quand on se le dit, pour être prêt. Alors, le premier point pour être prêt, je vais continuer dans les blocages psychologiques. Nobody's perfect. Ne pas vous laisser inhiber par l'imperfection. Voilà. Par définition, vous n'êtes pas parfait. Sinon, vous seriez depuis longtemps plus au statut de start-up. Ça veut dire que vous n'avez peut-être pas développé encore toutes les fonctionnalités, vous n'avez peut-être pas encore tout le support qui va bien, vous n'avez peut-être pas encore aussi toute l'aisance commerciale sur le marché que vous voulez adresser, le client que vous voulez adresser. Mais ça ne doit pas vous inhiber. D'abord parce que si ça vous inhibe, on revient au problème psychologique, la peur est contagieuse. Donc, ça va être très compliqué de vendre ou même de gagner simplement, de gagner la confiance de votre prospect. Et je vais vous rassurer sur une chose, on dit que la perfection n'est pas de ce monde. En tout cas, un client n'attend pas la perfection. Il va vous la demander.
mais il ne l'attend pas. Donc, les deux points dont il faut vous assurer simplement, c'est que votre solution amène de la valeur et qu'elle est viable. Qu'elle est viable pour un groupe, voilà, qui va la mettre en production. C'est les deux sujets. Si vous avez ça, vous pouvez y aller. Alors, une fois que j'ai dit que la perfection n'est pas de ce monde et qu'on n'attend pas de vous que vous soyez parfait, chose que je vois encore trop souvent, soyez pro dans tous les détails. Que ce soit dans le meeting, que ce soit sur le site web, que ce soit… Alors, ayez le maximum de support possible, les PowerPoint, les vidéos, les démos, les prototypes, les témoignages clients, les articles de presse, le livre blanc, l'empreinte sur les réseaux sociaux, tout ce qui va vous aider à gagner de la confiance. Mais soyez pro. Le nombre de sites web que je vois avec, je suis désolé de dire ça et je vais encore faire old fashion, mais avec des fautes d'orthographe, c'est terrible. Alors, je sais que la plupart des sites sont faits par des ingénieurs, mais ça renforce votre côté jeune et immature. Or, c'est un côté que vous ne devez pas cacher. Ça va faire partie du capital sympathique que vous allez créer, mais il ne doit pas devenir handicapant. Donc, quand on voit que vous n'avez pas fait les efforts nécessaires sur le site web ou sur votre PowerPoint, on oubliera que vous êtes débordé par 2000 choses en même temps. On se convaincra que c'est parce que justement, vous n'êtes pas prêt. Voilà. Alors, je vais toujours faire le point et son contrepoint. Donc, démontrer de l'assurance et de la confiance, parce que tout comme j'ai dit que la peur est contagieuse, l'assurance et la confiance sont contagieux aussi. Donc, ça, c'est positif. Maintenant, souvent, je vois aussi des démonstrations arrogantes. C'est-à-dire que vous êtes quand même sur des professionnels qui sont là depuis 20 ans sur le marché. Donc, quand vous leur dites que vous allez révolutionner le marché ou que leur modèle est complètement dépassé ou quoi que ce soit, peut-être vous avez raison. Peut-être c'est vrai, absolument. Je pense que quand Netflix est allé voir Blockbuster pour leur dire que leur modèle était dépassé, Blockbuster a rigolé et pourtant ils étaient déjà morts. Mais si vous êtes trop arrogant, ça va être perçu comme de l'inconscience. D'ailleurs, bon, ce gars-là, ouais, qui se frotte un peu à notre monde pendant 1 ou 2 ans et puis il va voir. Donc, votre arrogance ou votre assurance excessive, elle est peut-être justifiée, mais ne le démontrez pas en tant que tel parce qu'elle sera mal interprétée. Donc, assurance et confiance ne veulent pas dire arrogance parce qu'encore une fois, l'arrogance va être vue comme une inconscience. Et si on vous considère comme inconscient, ils n'iront pas. Vous n'avez pas gagné le capital confiance nécessaire. Donc, le seul sujet sur lequel vous pouvez être arrogant, c'est la valeur que vous apportez. Concentrez-vous sur la valeur. Voilà. 2 choses que je ne vois pas forcément non plus dans les premiers rendez-vous, mais qui sont valables d'ailleurs dans les rendez-vous de closing aussi. Osez demander. Encore une fois, partez pas bille en tête avec les qualités de votre produit. Prenez le temps, comme vous l'avez fait en amont, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, d'étudier, de demander quelle est la vraie peine de votre client. Elle n'est peut-être pas celle que vous imaginez. Quel est l'impact business que ça a pour lui? Et bien sûr, avant qu'on passe à la deuxième phase, quel est son cycle de décision? Ça va vous permettre indirectement de savoir s'il est vraiment décisionnaire ou pas. Et quel est le budget? Alors, chez les anglo-saxons, on donne naturellement le budget. Chez les latins, non, ce n'est pas naturel du tout. Mais si vous ne la posez pas, puisque ce n'est pas naturel, c'est sûr que vous ne l'aurez pas. Si vous posez la question, ils vous répondront ou non. Dernier point, finissez toujours votre rendez-vous par un call to action. Voilà. Et suivez-le, parce que ce n'est pas le client qui va le suivre. Voilà pour le premier rendez-vous. Alors maintenant, on va traiter de ce que vous avez appelé la transformation, le closing. Donc, je vais vous donner juste 2-3 mots et après, je vais traiter les 5 objections les plus fréquentes que j'ai rencontrées. Comme ça, au moins, sur ces 5-là, vous aurez la réponse. Alors d'abord, il y a des postulats de base pour le closing, pour ne pas non plus être inhibé psychologiquement.
Je vous rappelle une chose, surtout à vous, messieurs les ingénieurs. Vous ne créez pas la meilleure solution du marché. Votre entreprise vend la meilleure solution du marché. Donc, vous êtes là pour vendre. Deuxièmement, personne ne vous achète pour vous faire plaisir. A contrario, vous n'êtes pas là non plus pour faire plaisir. Vous êtes là pour répondre à un besoin et on va y venir. Troisième, donc, si on vous achète, on achète la valeur promise par votre offre et votre société. Voilà, la valeur qu'elle représente pour le client. Il met de l'argent pour acheter la valeur de votre solution et de votre entreprise. Donc, vous êtes dans un échange d'égal à égal. C'est de la valeur d'usage versus du dollar. Alors, c'est évident, et puis vous l'avez appris dans vos cours d'économie, mais tout à l'heure, je parlais de la posture de soumission qu'ont beaucoup de commerciaux face au closing. Elle est liée à ça. Ils ne se considèrent pas d'égal à égal. Ils ont l'impression que comme c'est eux qui demandent de l'argent, ils sont dans une position de soumission. Non, vous êtes dans une position d'égal à égal, même si vous êtes une start-up. Puisqu'encore une fois, ils n'achètent pas la taille de votre entreprise, ils achètent éventuellement la qualité de support que vous faites, mais ils achètent la valeur d'usage qu'ils vont pouvoir retirer de votre bien ou de votre service. Donc, vous traitez d'égal à égal, même si vos tailles d'entreprise ne sont pas les mêmes. Voilà. Le dernier point, qui est un point important, et je vais y revenir dans les objections forcément, on est dans l'ère du tout gratuit aujourd'hui. Je vous rappelle un postulat de base que vous trouvez dans tous les bouquins, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Alors, ce n'est pas 100% vrai, mais on y reviendra. Maintenant, je vais rester sur cette notion de confiance et de risque, puisque c'est là-dessus que j'ai fait ma première partie. Je ne sais pas si le gratuit n'a pas de valeur. Ce que je sais, c'est que le gratuit peut certes limiter le risque de l'acheteur, mais il n'augmente pas le capital confiance vis-à-vis de votre entreprise et du produit. C'est l'inverse. C'est la fameuse phrase « si c'est gratuit, ça cache quelque chose ». Donc, si vous avez adhéré à mon postulat qui est de dire que finalement, le premier contact ou le closing, c'est très basé sur la confiance engendrée dans la valeur que vous allez apporter, attention, le gratuit n'augmente pas votre capital confiance, il peut le réduire. Donc, ce n'est pas la réponse à tout. Alors maintenant, si vous n'avez pas de questions sur ce point-là, si aucune n'est arrivée entre-temps, Alban va me le confirmer. Non, c'est bon. Vous pouvez continuer. Je vais vous mettre les 5 objections que j'ai le plus souvent rencontrées. Alors, pour ceux qui ont une solution technologique, c'est toujours lié à la confiance, comme par hasard, quand on analyse. C'est bien, monsieur la start-up, votre solution a l'air très bien, là, vous l'avez démontré avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie, ça semble répondre à des besoins, mais moi, je voudrais faire un test, je voudrais faire une proof of concept, un POC, où je voudrais un prototype, où je voudrais effectivement que vous mettiez le produit 2 mois chez moi. Et puis, bien sûr, c'est gratuit puisque c'est de l'avant-vente. Donc, normalement, vous avez fait face à ce type de demande. Alors, la tendance est forte de dire oui. Pourquoi? Parce que par définition, le POC, le test ou le prototype est un facteur d'augmentation de la confiance du prospect. Donc, on se dit, si je fais ça, c'est un super moyen pour closer. C'est un atout. Et la réponse, c'est vrai. C'est vrai, ça l'est. Maintenant, ce n'est pas pour ça que ça doit être gratuit. Alors, je vais vous faire un peu de dialectique, mais le traitement des objections n'est que de la dialectique. Donc, pour un client, l'avant-vente est forcément gratuit,
Donc, un POC est gratuit, même si c'est sur plusieurs mois. Donc, même si ça vous mobilise votre seul prototype ou si ça vous mobilise humainement beaucoup de ressources, il ne considère pas payer. D'ailleurs, il vous menace en vous disant que si jamais vous aviez velléité à le payer, il ne le ferait pas. Et que c'est à vous de voir, il vous met le singe sur l'épaule, c'est à vous de voir si vous voulez vendre ou pas. Réflexe classique de grand compte. Réponse que vous pouvez leur apporter. Vous avez raison, monsieur le client, l'avant-vente, c'est gratuit chez nous. Mais dans avant-vente, il y a vente. On est d'accord. Donc, monsieur, si nous, on vous fait un test pour 6 mois, alors attention au test s'il le fait tout seul dans son coin, parce que peut-être il utilisera mal votre produit. Si on fait un POC pendant 6 mois, c'est beaucoup 6 mois. 3 mois, c'est mieux. Il y a 2 cas de figure. J'arrive aux bonnes conclusions où finalement mon produit déçoit. Alors, pour être sûr de ça, ça veut dire qu'il faut définir ensemble les critères de choix. Parce que si les critères de sélection ne sont pas définis, le client pourra toujours vous dire « Ah ouais, mais je voulais faire ça en plus, puis ça ne le fait pas ». Donc, vous définissez avec lui un cahier des charges du test avec des critères de validation. D'accord ? Donc, il y a 2 cas de figure. Dans un premier temps, vous y arrivez ou vous n'y arrivez pas. Vous remplissez les critères ou vous ne les remplissez pas. Si vous ne les remplissez pas, il y a des chances que vous ne fassiez pas la vente. Vous reprenez votre prototype, si c'est un prototype, et ça s'arrête là. Et c'est gratuit. Parce que, en fait, vous avez, vous, mal qualifié le deal. Vous pensiez, vous avez survendu votre solution, elle n'a pas répondu, vous repartez avec. Maintenant, vous atteignez les critères que le client s'est mis en place. Il y a 2 cas de figure. Il achète ou il n'achète pas. S'il achète, c'est de l'avant-vente. C'est normal que que le prototypage ait été gratuit, puisque vous réalisez la vente derrière. Mais s'il n'achète pas, c'est plus de l'avant-vente, puisqu'il n'y a pas de vente. Ça veut dire qu'il a fait de la veille technologique. Ça veut dire qu'il a testé votre truc parce que c'était intéressant ou parce que vous n'étiez pas face à un décideur et face à un technicien qui vous laisse faire plaisir ou parce qu'ils veulent vous piquer l'idée. Donc, ils ont testé votre solution, ils vous la rendent. Là, vous avez tout perdu. Votre avant-vente, le temps que vous y avez passé, le prototype que vous n'avez pas pu mettre en place ailleurs, l'avant-vente que vous n'avez pas pu mettre en place ailleurs et vous n'avez pas vendu. Eh bien, chez vous, l'avant-vente est gratuit, mais la veille technologique est payante. Donc, si vous avez rempli les critères, mais que le client ne veut pas s'engager à acheter votre solution, il faut qu'il paye votre prototype. Dans le pire des cas, il faut qu'il accepte, pour revenir au sujet qu'on a traité avant, d'être référence sur le bon fonctionnement, à défaut d'arriver à faire vendre votre prototype, parce que ce n'est pas facile. Il faut au moins que vous obteniez de lui qu'il soit référence sur votre solution. Si il refuse de jouer cette règle du jeu, ne perdez pas votre temps. C'est que soit il n'est pas vraiment intéressé, soit c'est un technicien qui vous laisse amuser, soit ce n'est pas un décisionnaire, donc de toute façon, vous perdez votre temps parce qu'au moment où vous montrerez le bon de commande, il vous expliquera que ce n'est pas lui qui choisit. Donc, voilà, cette règle du jeu qui peut vous sembler arrogante pour une petite entreprise, pour une start-up telle que vous, ne l'est pas. Elle est juste pragmatique et rationnelle si vous découpez en morceaux. C'est-à-dire que si vous dites comme ça, c'est payant, ça va mal se passer, il ne va pas accepter. Si vous faites la différence entre les différents cas de figure, entre ce qui est de l'avant-vente et de la veille technologique, vous êtes juste professionnel. Il ne peut pas vous reprocher du professionnalisme. Voilà un premier exemple, qui n'est pas un exemple facile à mener en clientèle, hein, mais pour l'avoir fait, je peux vous dire que ça fonctionne. Deuxième cas de figure. Votre solution est très, très bonne. J'ai juste une petite question. Oui, je t'en prie. Je me demandais,
Est-ce qu'il faut du coup faire un contrat pour cette avant-vente avec les critères pour que ce soit bien défini ou comment ça se passe? Ah, bien sûr, il faut le faire parce que c'est là où vous allez démasquer les non-décisionnaires. C'est-à-dire que quand vous êtes dans ce contrat, il faut non seulement définir les critères et que les critères aient été validés formellement par les deux, pour que si vous rajoutez des critères qu'ils ont testés entre-temps, parce qu'ils vont s'amuser avec la machine ou avec la solution à la tordre dans tous les sens, puisque c'est une évaluation, ils ne vous reprochent pas quelque chose qui n'était pas prévu, ce qui est un grand standard. Vous allez essayer de tordre la solution, puis à la fin, vous allez dire « Ah oui, mais ça ne marche pas. » Monsieur, on n'a jamais convenu que ça devait marcher. Enfin, ce n'était pas dans vos critères ni dans le mien. Vous avez le droit d'essayer de tordre la machine et de voir si elle peut donner plus que. Ça m'intéresse même en veille technologique à moi pour mes futurs développements, mais ce n'est pas ce qu'on a prévu ensemble. Donc, il faut que les critères soient définis et il faut aussi, si possible, que le prix public de la solution testée figure. Pour que vous n'ayez pas comme objection, nous, on était prêt à acheter, mais on n'imaginait pas que c'était ce prix-là. Et si la personne n'est pas prête à signer l'engagement, c'est qu'il n'est pas décisionnaire. Parce qu'effectivement, le risque dans les tests, les POC et les prototypes, c'est les ingénieurs qui font de la veille techno. C'est-à-dire que vous arrivez avec un truc innovant dans leur domaine, par définition, ça les excite. De toute bonne foi, hein. Ça les excite. Donc, si vous dites, monsieur, si vous voulez que je gagne votre confiance, je suis prêt à vous mettre cette solution pendant 3 mois en évaluation chez vous. Mais si c'est un technicien qui adore la technique et que votre truc est excitant, il va vous dire oui. Il ne va pas forcément vous l'acheter, mais il va vous dire oui. Le fait de signer quelque chose au nom de l'entreprise, avec le cachet de l'entreprise, normalement, s'il le signe, c'est qu'il est décisionnaire. S'il le fait signer, c'est qu'il est motivé et qu'il y a peut-être un réel projet derrière. S'il recule à ce moment-là, requalifiez l'interlocuteur que vous avez en face de vous. Sans doute, vous n'avez pas le bon. Et tout le monde fait l'erreur, hein, parce que c'est super confortable d'avoir enfin un rendez-vous avec un client qu'on a eu du mal à joindre et d'être face à quelqu'un qui dit « c'est génial votre solution, j'adore, ça a l'air super, est-ce que je peux le tester ou l'évaluer ?» C'est-à-dire que je reviens dans ma relation comme une relation humaine, amoureuse. Quand quelqu'un vous dit toujours oui à ce que vous dites, « Ah, tu vas aller au cinéma? Oui, tu vas aller au truc? Oui, tu vas… » Mais on avance. On n'imagine pas qu'il peut y avoir un non derrière, parce que finalement, on propose que des trucs sympas que l'autre aime bien. Sauf que celui qui est en face de vous, il est excité par la technologie, il est excité par votre solution, parce qu'elle est bonne, mais il ne peut pas l'acheter. Or, l'objectif, comme je l'ai dit, ce n'est pas de mettre au point la meilleure solution, c'est de la vendre. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Alban devrait me dire normalement que je dois accélérer, puisqu'il reste qu'un quart d'heure. Donc, je vais essayer d'accélérer. Deuxième objection, votre produit est super, mais ça correspond à 80% à ce que je veux faire, mais il y a 20%, ça ne le fait pas. Est-ce que vous pouvez me développer ce dont j'ai besoin pour que je me décide? C'est la fameuse loi des 80-20. Alors, en gros, il vous demande un développement spécifique. Alors, j'ai plusieurs conseils à vous donner. Là aussi, la tendance, c'est de dire oui, surtout si c'est le premier client ou le deuxième ou que c'est un gros. Alors, si un client vous demande ça, ne le donnez pas gratuitement, première chose. C'est-à-dire, assurez-vous que le client passe commande en face. Il ne faut pas que ce soit « développez-moi ça et je reconsidère ma position ». C'est « monsieur, j'ai bien noté votre point. Si je développe les 20% de spécifiques que vous m'avez dit, pouvez-vous vous engager à… Si je paye les 20% de spécifiques que vous êtes le seul à me demander aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt à couvrir les coûts de ces développements spécifiques? Ne le donnez pas sans rien, même si c'est un grand client. Et surtout, ne faites pas de développement lourd si vous n'en êtes pas au niveau de la commande, mais que vous en êtes au celui du POC ou du prototype.
Et même si vous avez ces engagements, je vais vous donner un conseil, notamment pour ceux qui développent de la technologie, voilà, un logiciel. Si vous le développez, assurez-vous que ce développement soit réutilisable pour d'autres clients. Si votre client préféré ne le finance pas, s'il le paye, il risque de vous demander d'en avoir la possession. S'il ne le paye pas, vous pouvez accéder à sa demande si c'est réutilisable pour d'autres clients. Si ça ne l'est pas, vous courez de gros risques pour la pérennité de l'entreprise. Pourquoi? Premièrement, si vous avez différentes versions du produit, vous aurez moins de business récurrent. Or, ce qui va faire la réussite de votre entreprise après les premiers clients, c'est la récurrence de votre business. Deuxièmement, vous allez complexifier votre support si vous avez différentes versions logicielles à maintenir parce que vous avez développé des spécifiques chez les clients. Vous allez le payer en support ou en fiabilité du produit. Les risques de bugs vont être par définition plus importants. Dernier point, attention, j'ai vu beaucoup d'entreprises qui avaient décidé de faire des logiciels packagés, que ce soit en on-premise ou en SaaS, se transformer en société de services. Parce que tous leurs clients leur demandant des développements spécifiques, finalement, au départ, ils voulaient développer un logiciel standard et à la fin, ils faisaient que de la société de services, ou pratiquement. Deux risques à ça. D'abord, un risque humain. C'est-à-dire que si vous devez développer du spécifique tout le temps, l'headcount, le nombre de personnes, d'ingénieurs de développeurs que vous devez avoir à bord n'est pas le même qu'une solution standard unique proposée à tous vos clients. Alors super, qu'est-ce que vous faites des personnes au moment où vous n'avez plus de demande de spécifique? Donc vous avez un problème de gestion de ressources humaines. Deuxièmement, je vous rappelle un chiffre tout bête à prendre en considération. La marge générée sur un fournisseur de logiciels standard est de l'ordre de 90%. En gros, ces 10% lui payent la R&D, les coûts de commercialisation, etc. La marge d'une société de service, c'est généralement entre 15 et 30%. Donc, si vous avez construit votre business model sur une marge de 80 à 90% et que 12 à 18 mois plus tard, vous êtes sur une marge de 15 à 20%, vous allez voir que votre fameux business plan qui vous aidait avant votre première levée de fonds, il est faux. Et vous êtes dans une situation périlleuse. Donc, réfléchissez bien aux demandes spécifiques, même au départ. Voilà. Troisième point. Votre solution est super, mais vous n'avez pas de référence. Donc, moi, je ne veux pas essuyer les plâtres, je ne veux pas être le premier. Donc, voilà, ça, c'est un grand classique que vous devez avoir. Alors, il y a un premier postulat de base que vous ne trouverez pas dans les livres, que je partage avec vous parce que je l'ai vécu 10 000 fois. De toute façon, vous ne répondrez pas 100% positivement à la demande de votre client, quelle que soit la taille de votre entreprise et quelle que soit votre base installée. Parce que dans la réalité, les clients, en fait, ce qu'ils veulent, c'est leur propre image qu'ils veulent voir en référence. C'est-à-dire qu'ils auront toujours une objection que vous ne saurez pas traiter. Ah oui, mais la boîte que vous m'avez trouvée, ils ne sont pas dans le même secteur d'activité que moi. Ah oui, mais enfin, ils ne sont pas de la même taille que moi, ça n'a rien à voir. Ils sont dans le même secteur d'activité, mais regardez, je suis beaucoup plus petit ou je suis beaucoup plus grand. Ah ben oui, de la même manière, ils n'ont pas les mêmes moyens humains. À eux, ils ont X développeurs, X personnes au service informatique, moi j'en ai que 2. Ouais, mais géographiquement, ils ne sont pas au même endroit que moi. Ah oui, mais eux, ils ne sont pas en production, ils sont en pré-production. Donc, je n'ai jamais vu un client qui était 100% content d'une référence parce que ce n'est jamais lui. Et donc, il va s'attacher
Si vous le laissez faire, il va s'attacher à retrouver lui et vous n'allez pas pouvoir répondre. Et encore une fois, que vous soyez une start-up qui vient d'arriver ou vous soyez Oracle. Donc, mes conseils pour gérer cette objection. Premièrement, créez-vous quand même des références autant que vous pouvez. Et je vais revenir à ce que je vous ai dit précédemment. Un client qui utilise un prototype et qui en est content, un bêta-testeur qui utilise votre solution et qui en est content, un freemium que vous avez mis sur le marché avec des fonctionnalités réduites et qui marche et qui est utilisé, eh ben, vous avez déjà des utilisateurs à défaut d'avoir des clients. Utilisez vos utilisateurs. Vous avez des références. Ne soyez pas frileux sur le sujet et mieux industrialiser cette approche. C'est-à-dire qu'encore une fois, échanger les prototypes, les bêta-tests, les freemium ou autres contre la capacité à communiquer sur la référence si jamais la référence est contente. En général, ils vous la donnent. Ce qu'ils ne vous donnent pas, c'est le droit de communiquer dans la presse. Parce que, en général, si c'est un grand groupe, il va avoir un département Marcom et qu'il a une politique de communication tout à fait spécifique et il va vous dire qu'il doit demander à son service communication et en général, vous n'aurez pas l'accord. Pour peu que ça soit une grande marque connue comme Chanel ou Hermès ou Vuitton, c'est même pire, ils vont vous dire non, on ne peut pas vous le donner parce que nous, les gens qui utilisent notre marque, il faut qu'ils payent. Mais si c'est est-ce que mon prospect peut vous appeler pour vous partagiez votre expérience utilisateur, est-ce que je peux citer votre nom d'utilisateur, etc. En général, les gens sont bienveillants et ils jouent le jeu, ils vous disent oui. Deuxièmement, pour faciliter aussi vos références, une fois que vous avez créé ces fameuses premières références, même si c'est à travers des prototypes et des bêta-tests, plutôt que prospecter à tout va, prospectez prioritairement les entreprises sœurs de vos références, ces concurrents, les gens qui sont dans l'écosystème. D'abord, ça rendra votre référence existante plus significative et ensuite, quand vous appellerez pour prospecter, plutôt que de dire « est-ce que vous voulez savoir ce que ma société fait ?» vous direz « est-ce que vous voulez savoir ce que la société X qui travaille avec vous, qui est votre concurrent, fait avec notre solution ?» Et vous allez voir qu'en prospection, c'est bien sûr beaucoup plus efficace parce qu'en gros, vous leur offrez de la veille concurrentielle ou de l'information marché. Troisièmement, pour faire part au fait que de toute façon, vous ne pouvez pas répondre à 100% de leurs demandes, analysez-la. On va revenir à la dialectique. Segmentez l'objection de votre prospect pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas confiance. Quelle est sa peur vis-à-vis du manque de référence? Est-ce que c'est la disponibilité des fonctionnalités que vous avez annoncées? Est-ce que c'est la viabilité de la solution? Est-ce que c'est la prise en main? Est-ce que c'est la qualité du support ou est-ce que c'est autre chose? S'il dit c'est tout ça à la fois, c'est sans doute une objection fausse barbe pour ne pas acheter. Donc, perdez pas votre temps. S'il choisit l'objection, trouvez la bonne référence. Je prends un exemple. Si le problème est un problème de fonctionnalité, le fait que l'un soit à Paris et que l'autre soit dans le sud de la France fait que ce n'est pas la même entreprise, certes, mais le test des fonctionnalités de votre produit, il n'est pas différent à Paris et à Marseille. Il peut être différent éventuellement entre Paris et Tokyo s'il y a des problèmes de localisation de produits, mais si c'est entre Paris et Marseille, non, il ne l'est pas. Donc, le fait que votre référence ne soit pas géographiquement à côté de l'autre, du coup, n'a plus aucun sens vis-à-vis de « ah oui, mais ils ne sont pas géographiquement au même endroit ». Pareil sur « ils ne sont pas de la même taille ». Ils ne sont pas de la même taille, ça peut avoir une incidence sur la montée en volume de votre solution ou sur, comme on l'a dit tout à l'heure, la qualité de la prise en main de la solution, puisque les équipes, les clients ne vont peut-être pas être les mêmes, mais ça n'a pas sur les fonctionnalités. A contrario, sur le support. Voilà. Et si votre solution n'est pas verticale, le fait que l'un soit dans l'agroalimentaire et que l'autre soit dans la sidérurgie, si vous avez par exemple une solution RH, donc une solution horizontale et non pas verticale,
Monsieur, quelle importance ça? Est-ce que vous gérez tous les deux des salariés? Vous les gérez tous les deux dans le droit français, dans la législation française du droit du travail, avec des CDI, des CDD, des stagiaires, enfin, voilà. Oui, non, ils ne sont pas dans le même secteur géographique, ils ne sont pas dans le même secteur d'activité que vous. Quelle est l'importance vis-à-vis de ce que vous me dites vouloir vous assurer? Voilà. Une fois que vous faites cette segmentation, vous allez voir que l'objection de « ouais, mais ça ne répond pas », elle va sauter. Mais il faut faire cet effort. Quatrième objection, il n'y en a que 5, je vous rassure. Je suis un grand compte. Donc, vous savez, avec moi, il y a un gros potentiel. Voilà. Premier type de remarque. Ou deuxième, vous savez, je prends un risque de prendre votre solution parce que je suis dans les premiers, je suis un early adopter. Ou je suis intéressé par votre solution, mais vous savez, en ce moment, les temps sont durs. Donc, vous avez traduit vous-même ce que ça veut dire dans les 3 cas. On vous demande un gros discount pour y aller. Alors, comment répondre à la demande de gros discount en se disant « mince, j'ai besoin pour la survie de mon entreprise d'y aller quand même ». Premièrement, est-ce que vous avez calculé le ROI pour le client de votre solution? Le ROI est un bon moyen de dégonfler l'objection de c'est trop cher ou vous ne me donnez pas assez de discount. Parce qu'effectivement, si vous montrez à un client que vous lui économisez 100 millions en 3 ans, encore une fois, faut-il que vous ayez validé ces hypothèses, c'est compliqué pour lui de vous expliquer que 20 000, c'est le bon prix, mais que 30 000, c'est vraiment trop cher. Donc, n'oubliez pas que le ROI, non seulement va vous aider à justifier le closing, mais le meilleur moyen pour que vous n'abandonniez pas un discount qui vous mette en péril. Deuxièmement, un truc classique que vous connaissez, prévoyez une solution alternative financière possible. Soit une solution modulaire avec différentes fonctionnalités. Monsieur, si vous n'avez pas les moyens, je comprends, écoutez, dans un premier temps, prenez la version A du produit, puis dans un deuxième temps, vous aurez la version AB. Donc, c'est bien de prévoir du modulaire quand vous êtes dans la conception de vos solutions ou avec un nombre d'utilisateurs plus restreint, etc., etc., ou une solution de financement alternative, abonnement, location, leasing, ne serait-ce que pour voir si c'est une vraie objection ou si c'est juste un jeu d'acheteurs pour vous faire baisser le prix. Une fois que je vous ai dit ça, ça ne marche pas tout le temps. Donc, si vous êtes obligé de le faire, négociez le gros discount que vous donnez. On vient à la notion de référencement. Négociez-le contre du référencement. Et dans ce cas-là, essayez même de demander de l'accord de la communication presse ou autre. Un séminaire commun, un workshop commun. Voilà. Si vous disent non, vous n'êtes plus obligé de donner le gros discount. Et puis, si vous disent oui parce que vous n'avez pas le choix et que vous devez quand même prendre le deal, au moins, vous n'avez pas lâché contre rien. Dernière chose, truc classique et qui ne marche pas toujours, donc je vous le dis, limitez bien sûr l'effort que vous faites au deal initial, parce que, comme il a dit, il a pris le risque, c'est un early adopter, parce qu'il vous promet plein de choses, mais comme par hasard, le grand compte ne va pas s'engager sur les volumes. Donc, limitez-le au risque initial. Dans la réalité, et vous l'avez peut-être déjà rencontré, c'est extrêmement difficile de faire respecter le fait que c'est limité au risque initial. Et donc, faites très attention sur le risque de cannibalisation de vos revenus. Une fois que vous avez accordé un prix à un grand groupe, même un petit groupe, c'est très difficile de refaire l'histoire à l'envers et de leur dire plus tard que c'est plus cher, que c'est parce qu'ils étaient early adopteurs et que vous aviez bien mentionné pourtant dans le contrat de vente que c'était que pour la première fois, parce que vous allez créer des frustrations et qui va jouer sur cette frustration. Voilà. Dernier point, j'aime bien votre solution, mais je n'ai pas confiance dans l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe si vous disparaissez? C'est moi qui suis dans l'embarras. Donc là, ce n'est pas une défiance vis-à-vis du produit, c'est une défiance vis-à-vis de la pérennité de votre entreprise.
Alors, bien sûr qu'il y a différents moyens de contourner ça. Le premier point, si vous avez développé des logiciels, c'est ce qu'on appelle l'escroc adjoint, c'est-à-dire trouver un dépositaire tiers des sources de votre produit, avec une clause contractuelle qui permet à l'entreprise de récupérer vos sources si jamais l'entreprise disparaît. Deuxième, c'est bien sûr si la question pose sur le support, qui va continuer à supporter la maintenance, c'est d'avoir réfléchi au support par un tiers de votre solution. Troisièmement, c'est la disparition de l'entreprise ne veut pas forcément dire la disparition de l'offre. Parce que si vous disparaissez, c'est peut-être que vous avez été racheté ou que votre offre a été rachetée, si bien sûr la pertinence de la solution et l'appétence marché a été démontrée. Donc, votre disparition ne veut pas forcément dire que le client se retrouvera dans l'embarras. Peut-être qu'il traitera avec un autre interlocuteur. Ensuite, dédramatiser l'objection. Le dédramatiser, c'est, vous dites, oui, il y a un risque, monsieur le client, on ne peut pas vous garantir à 100%. Mais qui peut aujourd'hui? Et là, c'est simple. Vous prenez deux exemples. Premièrement, vous dites, un gros peut changer d'activité et arrêter une de ses activités. Et si vous êtes dans son activité, même si vous avez dealé avec un gros, ben vous êtes dans l'embarras de toute façon. Donc, notre taille n'est pas discriminant vis-à-vis de ça. Un gros peut disparaître. Personne ne pensait que Digital ou Compaq allait disparaître du monde de l'informatique. Personne ne pensait que Nokia allait disparaître du monde de la téléphonie. Personne ne pensait que Minolta ou Kodak allait disparaître du monde de la photo. Et moi, j'avais un Palm avant d'avoir un iPhone. Voilà. Donc, il a raison. Vous pouvez disparaître un jour, mais aujourd'hui, il y a très, très peu d'entreprises qui peuvent dire qu'elle ne peut pas disparaître. Apple a bien failli disparaître dans son temps, avant de rappeler Steve Jobs. Voilà. Donc, le moyen de dédramatiser est aussi un moyen de tuer l'objection. Voilà. J'en ai quasiment fini. Je vais quand même vous dire deux choses. Je vais vous donner un conseil, deux conseils. Un, puisqu'on en est au closing, je vais rester sur le closing. Chose bête, ne découvrez pas les besoins de contrat de vente ou de système de facturation au moment du closing. Une fois que vous avez gagné la confiance du client et qu'il vous demande votre contrat de vente, c'est un mauvais moment pour qu'il découvre que vous n'en avez pas encore. Et au moment que vous devez le facturer, c'est embêtant que vous n'ayez pas de système de facturation qui permette de le faire. Donc, ça semble évident. Comme vous êtes des super entrepreneurs et que vous êtes chez School Lab, vous le faites. Mais enfin, j'ai vu des cas où, effectivement, ça existe. Après, je vais revenir sur le besoin sous-jacent que vous avez mentionné. Il était mentionné les grands comptes, comment on adresse les grands comptes, comment on est crédible face à un grand compte, etc. Alors, j'ai conseillé une start-up sur ce sujet il n'y a pas longtemps. Et finalement, je ne l'ai pas conseillé sur ce qu'il voulait. Parce que ma conclusion, ça a été, je pense que votre cible pour votre start-up, ce n'est pas les grands comptes. Donc, je vais vous laisser sur la même interrogation, puisqu'il n'y a pas de solution miracle. Êtes-vous certain que les grands comptes sont la bonne cible dans votre situation d'early stage? Les grands comptes, forcément, font rêver tout le monde. Il y a un énorme potentiel. Ils peuvent être bienveillants, puisqu'ils font eux-mêmes parfois de l'incubation, de l'accélération. Et vous voyez les dollars dans vos yeux. Maintenant, je vous rappelle quelques points que vous connaissez sans doute, mais je vais vous les rappeler. Vous n'êtes pas les premiers à voir les dollars dans les yeux. Donc, c'est des gens qui sont extrêmement sollicités, extrêmement ciblés. Donc, pas forcément les plus faciles à convaincre en premier. Ils peuvent être plus que d'autres effrayés par votre taille. Ou alors, au contraire, ils peuvent être attirés par votre taille, mais pour en abuser, soit financièrement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ou même éventuellement, s'ils sont unfair, en phagocytant votre idée. Leurs cycles de décision sont souvent longs, en tout cas, ne sont pas les mêmes que vous, et ils n'ont pas la même trésorerie que vous. Donc faites attention, la notion d'urgence n'est pas la même pour vous et pour eux.
Par définition, ils ont des process complexes et qui exigent de votre part, vous aussi, d'avoir des process et d'avoir une excellence opérationnelle. L'exemple que je viens de donner sur le système de facturation ou sur les contrats est un bon exemple. Beaucoup de startups disent « non, monsieur le client, on va prendre votre contrat, d'abord parce que le client en a un, parce qu'il est gros et qu'il le propose. » Comme vous pouvez l'imaginer, le contrat que va vous proposer le grand compte, il n'est pas bilatéral, hein, il est unilatéral. Il a gagné, vous avez perdu. Donc, il faut vraiment que vous soyez prêts. Même chose sur le risque juridique. Il y a bien sûr les pénalités sur les contrats. Et encore une fois, le dernier point, on l'a évoqué, c'est les risques de marge, puisqu'ils vont vous demander forcément, de par leur taille, des contrats cadres avec des gros discounts, sans engagement de leur part. Et je sais qu'il y avait une de vos questions sur les délais de paiement, même si ce n'était pas sur le sujet. Ils sont censés respecter la loi comme tout le monde, donc avoir des délais de paiement standards. Leurs délais de paiement standards sont, par magie, souvent plus longs que les délais de paiement standards des autres. Donc, il faut le savoir. Voilà. Une fois que je vous ai, et avant vos dernières questions, une fois que je vous ai mis en risque contre, encore une fois, est-ce la bonne ou pas la solution, je vais finir sur une note positive et partager avec vous quelque chose d'affectif. On m'a demandé il n'y a pas très longtemps, un chasseur de tête pour tout vous dire, quel a été mon meilleur souvenir commercial. Et j'ai réfléchi et pour être voilà, sans arrogance, c'est normal vu la longueur, j'ai eu l'occasion de signer beaucoup de gros deals dans ma carrière, dont quelques deals à plus de 100 millions d'euros. Donc, c'est des très beaux deals, même dans un très grand compte. Et finalement, quand j'y ai réfléchi, je lui ai dit que ma plus grosse satisfaction personnelle, la plus grande joie que j'avais eue, c'était sans doute le premier deal que j'ai signé dans ma première start-up. Pour la petite histoire, le montant était moins de 10 000 euros. Donc voilà, c'est tout ce bonheur et des milliers de bonheurs que je vous souhaite pour le futur et j'espère y avoir contribué une miette de la première brique. Voilà, une poussière de la première brique. Voilà, j'en ai fini. Si vous avez des questions sur cette deuxième partie ou des choses qui vous sont revenues à l'esprit ou des choses que je n'ai pas traitées, j'ai encore du temps pour vous. Il n'y a pas de problème de mon côté si vous en avez pour moi. Merci beaucoup pour cette intervention. Moi, j'en profite pour partir parce que je dois filer, mais c'était extrêmement utile et intéressant. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler à nouveau ensemble. Merci beaucoup, Richard. Merci, Lucas. Ciao. Ciao. Si certains ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à activer leur micro. En tout cas, merci, Richard, pour tout ce partage. Je les ai assommés, là, sur la deuxième partie. J'ai fini les derniers qui étaient encore… Sylvain, je vois que tu lèves la main. Tu peux peut-être activer ton micro. Je ne sais pas si c'est… Oui, je crois que vous m'entendez. Yes, oui. parfait. J'aimerais revenir sur le Advisory Board. Oui. Est-ce qu'il faut contractualiser la relation avec les membres de l'Advisory Board? Ou à la limite, même question sur les Early Adopters. Alors, c'est deux choses différentes. C'est peut-être deux sujets différents, mais finalement, c'est le… Alors, les Early Adopters, oui, il faut, puisqu'encore une fois, pour différentes raisons, qu'ils soient payants ou gratuits, encore une fois, ils sont là pour valider l'appétence de votre produit au marché. Donc, c'est extrêmement important de formaliser les choses. Ça va vous aider, bien sûr, dans si la vente a été faite, c'est autre chose, mais dans les ventes futures auprès de ce client ou dans la première vente. Et surtout, ça valide l'appétence. Et plus vous traitez de la collaboration et plus elle est formelle, plus vous allez en retirer des bénéfices. Pour lui aussi. Et ça évite aussi les mauvaises perceptions. C'est-à-dire que j'ai parlé tout à l'heure, et c'est vraiment un cas que j'ai vécu personnellement, d'avoir mis en place une superbe solution et que le client
les tordus dans tous les sens. Et c'était pour prendre cet exemple-là, c'était un cahier des charges officiel public. Et ensuite, ça m'a été reproché dans le dépouillement du cahier des charges. Et j'ai dit, ils me disent, oui, mais vous voyez, sur cette charge-là, vous n'avez pas été bon. Et en fait, pourquoi on n'a pas été bon? Parce que ce n'était pas dans le cahier des charges et que mon ingénieur n'a pas tuné, en l'occurrence, la machine pour ça. C'est-à-dire qu'il a laissé la machine telle qu'elle est, il est parti se coucher, parce que ça faisait 10 heures ou 12 heures qu'il était sur le benchmark qu'il faisait, et le client a lancé le run dans la nuit, en disant, tiens, je lance le truc et puis je regarderai les résultats demain matin. Donc, on n'avait pas du tout optimisé notre prototype pour ce test. Et donc, il est arrivé le matin, il n'en a pas parlé à l'ingénieur. Lui a noté les résultats du matin et nous, on les a découverts en cycle de décision, en dépouillement de cahier des charges. Voilà. Donc là, c'est un cas extrême, mais de toute façon, sans prendre ce cas qui est un cas négatif, sauf qu'il m'a permis d'apprendre, encore une fois, il valide la qualité de votre solution et la pertinence du produit. Donc, formaliser au maximum. L'advisory board, alors, la formalisation dépend de vous. C'est-à-dire que, contrairement à un conseil d'administration, comment ça se passe? Ceux qui dirigent l'advisory board sont les dirigeants, sont les fondateurs. Ils font venir leurs conseillers. Donc, en général, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préparé un ordre du jour sur les questions qui les titillent, avec le dernier point, les dernières news de l'entreprise, et ils ont donné effectivement une semaine ou 10 jours avant les sujets qu'ils voulaient traiter lors de l'advisory board. Et au prochain, normalement, il y aura sans doute un compte-rendu de ce qui s'était dit, les dernières news de l'entreprise et les nouveaux sujets qu'ils veulent traiter. Mais le formalisme s'arrête là, et elle est du domaine de l'advisory board. Voilà. L'assiduité, normalement, n'est pas un sujet, sauf jeton de présence, sauf prestation payante. Mais sinon, elle est sur la bonne volonté des gens et sur la bienveillance des gens. Alors, pour avoir été membre d'Advisory Board, je vais vous donner mon expérience. Les gens sont bienveillants et sont prêts à venir. Quand ils ne viennent pas, il y a 3 raisons principales. 1, leur emploi du temps, parce que par définition, plus vous prenez des gens hauts, plus ils sont sollicités, plus vous avez un risque, malgré tout. La deuxième, pas de formalisme. C'est-à-dire qu'effectivement, si les dirigeants n'ont pas fait l'effort de leur dire comment va l'entreprise, voilà les points qu'ils veulent traiter, etc., ils peuvent très vite être dans une solution incontournable, d'être dans une solution inconfortable dans laquelle ils vont procrastiner. Et la troisième, qui est la pire, c'est ne pas être entendu. C'est-à-dire que c'est un conseil, c'est un organisme de conseil. Donc, il ne prend pas les décisions. Il n'est pas là pour ça. Maintenant, quand il donne des conseils, il voudrait être sûr d'être écouté. Après, la décision peut être autre. Moi, j'ai vécu des advisory boards qui sont devenus déserts parce qu'en fait, plutôt qu'écouter, les dirigeants disaient « Ah oui, mais nous, ce n'est pas comme ça qu'on va faire. » Non, mais c'est pas… C'est-à-dire traiter l'objection. En fait, le dirigeant ne doit pas forcément traiter l'objection, sauf s'il est challengé. Il doit absorber les idées. Après, il se fait son idée, il a absolument le droit de penser autrement et de décider autrement. Parce que c'est son entreprise et que advisor, ça veut dire conseiller, et comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mais les membres de l'advisory board ont besoin d'avoir le sentiment qu'ils sont écoutés. Pas simplement entendus, mais écoutés. Après, s'ils ne sont pas suivis, très bien. C'est la décision du dirigeant. C'est la différence avec un board of directors, avec un conseil d'administration.
Mais le formalisme s'arrête là. Il y a des advisory boards sans formalisme du tout. Quand ça se réunit autour d'une table, ce n'est pas toujours facile qu'il y ait du formalisme. Mais voilà. Et le formalisme ne vient que des dirigeants. L'advisory board ne vient pas avec des écrits ou ne vient pas. Enfin, ce n'est pas son rôle. Il est là, le dirigeant vient, les dirigeants viennent, mettent une question sur la table et disent voilà, on s'interroge sur quel mode de commercialisation suivre, ou on a un désaccord entre actionnaires dirigeants. Quel est votre avis? Voilà. Nous, on a 3 avis différents. Ça tombe bien, on n'est que 3. On veut bien un œil extérieur tel que le vôtre est neutre et bienveillant pour voilà, vous iriez vers quelle solution? C'est ça son rôle. Et bien sûr, ce rôle, comme je l'ai dit, sur les startups, il a un rôle aussi de visibilité. Donc oui, donnez-lui le formalisme et la visibilité qui vient sur l'extérieur, c'est très important. Et il a un rôle de réseau. Donc, encore une fois, quand une startup a un advisory board, vous avez pris des gens qui normalement ont plus d'expérience ou des expériences que vous n'avez pas. Donc, il faut qu'ils attirent les gens de leur réseau à ces expériences. Et ça marche très, très bien. Merci. Je t'en prie. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, super. Jonas, je peux te poser une question vis-à-vis de Advisory Board aussi, parce qu'en fait, tout à l'heure, quand on vous a répondu, il a eu un problème dans la signal, j'ai pas tout écouté, en fait, tout entendu, mais j'ai eu une partie de la réponse. Mais là, actuellement… J'entends plus. J'ai un peu d'écho et un peu de coupure. Je ne sais pas si c'est vrai pour les autres aussi. Ok, attendez. Du coup, je vais la faire de ça. Là, c'est mieux? Oui, c'est mieux. Ok, super. Donc là, actuellement, je suis dans 2 cas. En fait, il y a quelqu'un qui me propose d'être son advisor, et j'ai aussi des personnes qui sont en train d'être advisor pour moi. En fait, je suis entrepreneur. Et il avait quelqu'un qui m'avait dit qu'un advisor, il a normalement 0,5% de part. Bon, c'est pas une règle définie, mais que ça peut être une façon de procéder. Et là, la personne qui me demande d'être son advisor, il vient de lever 2 millions. Et il m'a dit qu'il peut me donner 0,1% de part en fait, pour être son advisor. Et je me demandais si c'était très faible ou pas vis-à-vis de ce que je suis en train de faire, qu'il apporte quand même pas mal de valeur en tant qu'advisor de design. Je suis en train de en fait, mettre en relation avec pas mal de gens qui vont intégrer son projet dans le long terme, et aussi des différentes boîtes avec lesquelles ils doivent travailler qu'ils ne connaissent pas, mais que moi, je suis en train de l'orienter et de faire des workshops et des choses comme ça. Mais du coup, je ne sais pas vraiment comment procéder. Et c'est un ami, donc je sais pas. Je ne peux pas répondre à ça, parce que il n'y a que vous qui pouvez mesurer si la part d'equity que vous lui donnez est suffisante ou pas par rapport à la valeur que vous allez. C'est comme un acte de vente. C'est est-ce que si vous êtes convaincu que la valeur qu'il va vous apporter le justifie, voilà, je ne suis pas en mesure de vous dire 1% c'est trop, c'est pas assez, etc. Si vous faites un advisory board, la seule chose, c'est qu'il faut que vous assuriez que tout le monde soit traité de la même manière. Donc si vous avez le droit d'avoir un conseiller sans créer un advisory board qui vous aide sur un sujet particulier, que vous aidez via de l'equity. Si vous créez un board, il faut qu'il y ait une égalité de traitement entre les membres du board. Donc je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous voulez les traiter via equity, il faut que vous réfléchissiez tout de suite à qu'est-ce que j'ai besoin dans mon advisory board, quel type de profil pour m'amener quoi, et je consacre quel pourcentage maximum de mon equity pour le faire. C'est combien de personnes, sur quelles compétences, sur quel apport, et combien j'y consacre. Voilà, il n'y a pas de règle, c'est vraiment à vous de savoir comment… voilà. Alors, si c'est un ami, je vais juste vous donner un conseil positif et négatif vis-à-vis du fait que ce soit un ami. C'est important qu'un advisory board s'entende bien entre eux, pas seulement avec les dirigeants. Avec les dirigeants, normalement, c'est bienveillant.
attention, l'intérêt d'un advisory board aussi, c'est la neutralité. C'est-à-dire qu'en général, dans un advisory board, premièrement, ils ne sont pas salariés pour ne pas qu'il y ait de lien hiérarchique ou de dépendance financière entre les dirigeants et l'advisory board. Et en général, on ne met pas d'amis pour qu'il y ait une neutralité complète, ce qui n'empêche pas la bienveillance. Il faut que ce soit une bienveillance neutre, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit quelqu'un qui soit capable aussi d'exprimer un désaccord et qui n'ait pas forcément le même point de vue qu'eux. Voilà, alors, si c'est un ami dans un advisory board de 5 ou 6, c'est bien, c'est pas grave, mais voilà, en général, les trois choses importantes pour un advisory board, c'est la bienveillance, la neutralité et la complémentarité.